Émilie Nicolas, Jonathan Trudeau, Marie Vastel, bonsoir. 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 Alors, c'est comme un peu serpent-échelle, notre histoire avec M. Trump. Là, on revient à l'histoire de la frontière. Et Lutnick, qu'on va entendre tout de suite, ceux qui n'étaient pas avec nous en début, Howard Lutnick, qui sera secrétaire désigné au commerce, il est désigné au commerce. On va l'écouter, on va écouter M. Legault ensuite, M. Fitzgibbon ensuite, puis on revient. Shut your border and stop allowing fentanyl into our country, killing our people. So this is a separate tariff to create action from Mexico and action from Canada. And as far as I know, they are acting swiftly. And if they execute it, there will be no tariff. Moi, je suis très d'accord avec le fait qu'on doit bien protéger la frontière dans les deux sens, pour les deux raisons qui sont mentionnées par M. Trump. Pour l'immigration, mais aussi pour le fentanyl. Sûrement pas moi là, qui veux, cet après-midi, provoquer M. Trump. Là. Donc, il y aura des représailles. On n'exclut rien comme représailles, mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y en ait pas de tarif. Bon, il faisait référence au vin. Est-ce qu'on devrait enlever les tablettes de la SAQ, le vin américain? Arrêt sur image sur la frontière. Là. Lutnick dit « Convainquez mon patron, envoyez-lui des vidéos spectaculaires de force spéciale avec des lunettes de nuit, puis peut-être qu'il ne vous imposera pas. » C'est un peu ça qu'on comprend, Émilie. C'est spécial. On est là-dedans. que ça soit ça, la diplomatie américaine et la manière dont les tarifs douaniers, quelque chose d'aussi menaçant pour l'économie canadienne, soit négocié. Ceci dit, il y a encore énormément d'incertitudes. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on entend des choses qui nous donnent un peu d'espoir qu'on va pas se ramasser samedi avec une volée de bois vert qui ne sera pas du bois d'œuvre. Donc, il faut vraiment faire attention. Donald Trump est quelqu'un de très volatile. Tant mieux si ce genre de vidéo-là peut aider. Mais franchement, je pense que comme beaucoup de Canadiens, tant et si longtemps que la date limite du 1er février n'est pas passée, on va continuer à retenir notre souffle. Et là, ce qu'on entend aussi, c'est une possibilité d'avoir des tarifs en deux vagues. Une première annonce le 1er février, une deuxième annonce un peu plus tard en avril. Il y a encore une fois énormément d'informations qui circulent. Il n'y a rien qui est sur papier pour l'instant. Donc, je reste très prudente par rapport à ce que j'entends. Juste pour que les gens comprennent bien l'affaire du 1er avril, puis je pense qu'on a un tableau, c'est que dans le décret présidentiel à l'origine, il commande une étude pour savoir si les Américains se font avoir dans le commerce. Et donc ça, c'est vis-à-vis le Mexique, le Canada et la Chine. Et ça, c'est le 1er avril qu'il doit avoir des réponses, d'où le 1er avril qui revient. Jonathan, comme je disais, on revient au tout début, quand on parlait de la frontière. Convainquez-le que vous allez changer quelque chose, qu'il a gagné, puis ça va peut-être aller, là. Émilie parlait de diplomatie et qualifiait de spéciale cette demande-là d'envoyer une vidéo. Je la trouve très diplomate, Émilie, parce qu'on a envie de dire que c'est complètement loufoque. C'est complètement loufoque de devoir produire une espèce de vidéo comme qu'on fait du recrutement dans l'armée américaine, effectivement, là, dans l'action et tout ça, alors qu'on pourrait simplement s'entendre pour respirer par le nez, faire la démonstration, envoyer des espèces d'émissaires qui pourraient voir ce qui est fait et tout ça. Non, il faut marquer le coup avec Donald Trump. Donc, la démarche, elle est loufoque, tout comme les allégations des États-Unis. Là, quand on nous parle du fentanyl, de l'immigration illégale, quand on sait que le phénomène inverse est d'autant plus important des États-Unis vers le Canada, je trouve ça un peu un prétexte complètement ridicule. Et pour ce qui est de nos états d'esprit, l'humeur qu'on peut avoir heure après heure, jour après jour, en voyant telle déclaration, je me sens un peu comme avant le Super Bowl. On est dans les 2 semaines qui précèdent le Super Bowl, là, puis on en parle, puis on analyse, puis on suppose, puis on émet des hypothèses. Puis là, la veille du Super Bowl, on dit non, mais on peut-tu faire le botté d'envoi, là, qu'on voit comment ça va se dérouler? Ben, j'ai hâte à samedi. J'ai hâte à samedi voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai l'impression qu'autant au niveau canadien qu'au niveau québécois, il y a des gens qui travaillent très, très fort. On se prépare autant pour les mesures d'aide que pour les mesures de rétorsion. Mais on a hâte, une fois pour toutes, d'avoir l'heure juste, je pense. Mesure d'aide sans Parlement, Marie, on le souligne en passant. Mesure d'aide qui ne pourrait pas être votée avant le retour des parlementaires le 24 mars. Mais donc, Mme Joly, qui a rencontré à Washington le secrétaire aux Affaires extérieures,
Le secrétaire d'État. Monsieur Rubio, on fait tout, on essaye tout, mais dans le fond, comme dit Jonathan, on ne le sait pas, là. Non, on ne le sait pas, surtout que c'est pas tous les homologues qui ont été confirmés dans leur poste. Donc, les pourparlers sont encore un petit peu compliqués à l'heure où on est. Et comme disent les collègues, M. Trump est très imprévisible, donc on peut bien s'en remettre à ce qui nous a été dit en début de journée. Ça se peut que ça change à 4 heures ou à 20h30 parce que tout d'un coup, il décide de dire autre chose dans le bureau ovale. Je comprends l'effort de pédagogie, l'effort de vidéo pour montrer ce qui est fait à la frontière, le rappel à l'ordre que le fentanyl, il y en a 9500 kilos qui traversent la frontière au sud, alors qu'il y en a 19 kilos qui traversent la frontière au nord. Mais tout ça, franchement, face à M. Lutnick et à M. Trump, je ne suis pas convaincue que ça porte fruit. Je l'espère. Mais M. Lutnick a quand même écrit un livre dans lequel il explique que les tarifs, c'est son espèce de doctrine économique. C'est dans son esprit la façon, même pas de négocier, d'obtenir ce qu'il veut de partenaires commerciaux. M. Trump a écrit des livres pour dire que lui, sa façon de négocier, c'est de demander gros pour qu'ensuite la moindre concession ressemble à une victoire aux yeux de son partenaire ou en tout cas de son adversaire dans ce cas-ci. Ouais. Exactement. Et donc, dans ce contexte-là, je vois pas comment on peut les convaincre de changer leur espèce de conviction profonde que c'est comme ça qu'il faut faire des affaires. Et surtout, moi, ce que j'ai compris du témoignage de M. Lutnick aujourd'hui, c'est que visiblement, ils veulent y aller secteur par secteur. On a parlé de la gestion de l'offre et des agriculteurs, on a parlé de l'industrie automobile, on a parlé de la frontière, on n'a pas parlé des dépenses en défense, mais je suis sûre que ça va venir. Et finalement, ce qu'ils nous disent, c'est que tant pis les négociations commerciales ordonnées comme ça devrait se faire dans la renégociation de l'ALENA qui va se faire d'ici l'année prochaine. On met ça aux poubelles, on vous impose des tarifs ou on vous menace de le faire pour vous forcer à essentiellement modifier vos politiques domestiques, parce que la frontière, c'est une politique domestique. Donc, il y a toute une espèce de réécriture de la façon de gérer des relations bilatérales qui, franchement, je vois pas comment on peut s'en sortir quand ça change à tout bout de champ et que les règles de négociation normales viennent de s'envoler. Monsieur Legault, on vient de l'entendre, disait, on n'a pas entendu la question, mais c'était sur le vin américain, je vous en parlais. J'ai parlé à Pierre Fitzgibbon, une entrevue large spectre avec plusieurs sujets, mais entre autres, il dit c'est tellement interrelié dans des secteurs clés pour les Américains, la défense, entre autres, ce qu'on fait à Bromont, ce qu'on fait ici et là. Lui plaide aussi de ne pas provoquer quelqu'un qui doit, à la fin de l'exercice, penser qu'il a gagné, M. Trump. On écoute M. Fitzgibbon. Je pense qu'il faut jouer nos cartes comme il faut. Puis je pense que M. Couillard disait hier qu'il fallait être calme. Je suis un peu d'accord avec lui. Il ne faut pas trop s'énerver, mais il faut être prêt. Puis je pense que, étant narcissique, M. Trump, il faut le faire gagner. Je pense qu'il faut travailler étroitement avec M. Trump. J'ai hâte de voir comment vont se faire les négociations, les vraies. Mais le Québec, je suis sûr, est prêt. Il y a différents leviers que nous avons. Alors, tour de table là-dessus, Jonathan, évidemment, c'est des nuances. Puis comme vous dites, c'est un peu de la suranalyse parce qu'on attend le match. Mais il y a des gens qui disent, un instant, là, de publiquement donner des listes de choses qu'on va faire, pas une bonne idée, là. Ben moi, je pense qu'on n'a pas le choix aussi de bomber le torse un peu de ce côté-ci de la frontière. Je pense que les dernières semaines, à entendre les analystes, à voir justement les analyses, on se rend compte que oui, évidemment, on n'est pas de taille face aux États-Unis, mais c'est pas vrai que les États-Unis peuvent disposer du Canada comme ils le souhaitent. Maintenant, sur la stratégie du gagnant-gagnant, je pense que c'est vrai, on doit permettre à Donald Trump d'avoir l'impression de tirer son épingle du jeu, d'aller faire certains gains. Mais en même temps, on a beau dire qu'il est narcissique, qu'il est imprévisible, il n'est pas fou à temps plein non plus, là. Donc, si on veut qu'il ait l'impression de gagner, il doit effectivement faire des gains. Mais ces gains-là, ils se feront à quel coût pour le Canada? T'sais, on doit essayer de trouver des ententes qui seront justement gagnantes pour les deux. Et c'est là qu'on a un peu de difficulté à voir dans les concessions que le Canada peut faire, comment on ne fera pas qu'ils perdent au change et que nous aussi, on va tirer notre épingle du jeu, là. Mais tu sais, j'insiste sur l'histoire du fentanyl et de l'immigration.
On a vraiment l'impression que c'est un écran de fumée, là. La réalité, c'est que Donald Trump veut pouvoir rouvrir dès maintenant l'accord États-Unis, Canada, Mexique, et je pense que c'est là que ça va jouer. OK. Je vais vous amener ailleurs, mais on poursuit sur le même sujet. Je vais vous montrer un sondage. On se demandait la semaine dernière, puis beaucoup de gens étaient très prudents, puis avec raison. C'était un sondage en Ontario qui montrait que les libéraux étaient nez à nez avec les conservateurs en Ontario. Ça, c'est pour tout le Canada. Perte de 3 pour les conservateurs, 2 gains pour les libéraux et une petite perte pour le NPD, le Bloc québécois, qui au Québec est toujours bon premier. Ma question, est-ce que M. Poilievre, à ce moment-ci, parce que là, pour les oppositions, c'est un peu ingrat, là, que ce soit à Québec ou à Ottawa, c'est pas eux qui ont les premiers rôles. Marie, je commence avec vous. Est-ce qu'il doit regarder M. Carney et se dire, il faut quand même que je développe une stratégie? Oui, absolument. Et on sent qu'en ce moment, il ne sait pas trop comment se retourner parce que toute sa stratégie tournait autour de cette fatigue par rapport à M. Trudeau et la taxe carbone. Ces 2 éléments-là sont retirés de l'équation. Et là, on sent que M. Poilievre et les conservateurs cherchent un peu comment taper sur les candidats à la chefferie. Donc, on fait cet amalgame. Carney, c'est l'équivalent de l'équipe Trudeau parce que c'est les mêmes libéraux. C'est un peu normal, le gouvernement n'a pas changé, mais bon. Cela dit, je suis pas certaine que les conservateurs sont particulièrement inquiets des sondages. Oui, il y a un d'abord, ils sont nettement petit... en avance, là, pour que les gens comprennent ça. bien. Là. 43, voilà, c'est beaucoup, là. 43, c'est du terrain majoritaire pour les conservateurs. On n'est pas soudainement tombé de super majorité à peut-être partie de l'opposition. Là. On reste en terrain majoritaire. Il y a effectivement l'air d'avoir un petit nouveau souffle marginal pour les libéraux parce que, bon, M. Trudeau est parti, on change de chef, mais on ne sait pas ce que proposent les prochains chefs libéraux. Et ça, c'est quand même un gros bémol. Je pense que les libéraux devraient faire attention de ne pas trop se réjouir de ces sondages-là et de se rappeler que de se présenter comme un anti-Poilievre et un adversaire de Trump, c'était la stratégie de M. Trudeau et c'était pas suffisant pour donner un nouveau souffle au Parti libéral après 10 ans au pouvoir. Et je pense que les libéraux devraient faire attention de ne pas faire l'économie de cette réflexion-là, de renouveler leur offre politique. Parce qu'en ce moment, on parle un peu d'un couronnement de M. Carney sans vraiment parler des idées qu'il veut proposer. Moi, ce que j'entends dans les rangs libéraux, c'est qu'on est un peu déçus parce qu'on pense que ça sera insuffisant pour l'élection. Oui. Et c'est pas avec 2 points de plus, mais 21 points de retard que les libéraux peuvent penser là, que le vent a tourné. Émilie, je vous donne la parole et Jonathan, mais un petit extrait d'une publicité du Parti conservateur qui a pris le thème de Friends, la série télévisée, pour montrer que M. Carney et M. Trudeau, ben, c'est des amis. Je pense qu'on a un extrait. Has already won major endorsements. More than 10 cabinet ministers backing him. He says he would keep those ministers. Alors voilà, avant-goût, Émilie, de la campagne électorale. Ça nous donne un avant-goût du ton. Après, savoir si ce ton-là va être approprié, ça dépend vraiment du 1er février et peut-être aussi du 1er avril. Au sens où, là, si l'économie canadienne est sous attaque, on a un scénario de 25 % de tarifs. Effectivement, avec le Parlement prorogué, il y a certaines actions que le gouvernement fédéral peut mettre de l'avant pour aider pour venir en aide aux gens. Il y a d'autres leviers qui ne seront pas accessibles. C'est possible, Jack Meeting parlait hier de revenir au Parlement simplement pour adopter un plan d'urgence si le besoin est. C'est des scénarios où l'hyper-partisanerie de Pierre Poilievre peut extrêmement mal paraître rapidement si on est en situation d'urgence nationale et on met le parti avant le pays. Tout ce que je dis là est très hypothétique, mais je pense que franchement, tant aussi longtemps qu'on n'est pas arrivé au 1er février, savoir si ce que Pierre Poilievre fait fonctionne, c'est très difficile à dire parce qu'on ne sait pas dans quel scénario politique on vit. Jonathan, stratégie qui s'adapte peut-être, oui.
Bien, entendons-nous sur une chose. La principale priorité des libéraux doit être de sauver la face. Ça demeure, là. Ça n'a pas changé, d'éviter la pire débâcle de l'histoire du parti, de ne pas être l'opposition officielle. À ce stade-ci, ça ne change pas. Par contre, d'un point de vue stratégique, pour les conservateurs, quand vous faites de l'escalade, l'ascension au sommet est lente, elle est graduelle. Et une fois rendu au sommet, si par mégarde vous perdez pied, la descente peut être pas mal plus rapide que l'ascension. Parlez-en à Tom Mulcair, il l'a déjà vécu. Je suis pas en train de dire que c'est ce qui va arriver du côté des conservateurs, mais je pense qu'on ne peut pas s'asseoir sur ses lauriers et prendre pour acquis que la victoire va être facile. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point Mark Carney semble déranger Pierre Poilievre. La ligne de Mark Carney était très, très bonne dimanche du côté de Saint-Tite en disant « Moi, dimanche matin, je me lève en me demandant comment on va affronter les défis qui s'en viennent avec les États-Unis. » Pierre Poilievre, lui, se lève en pensant à moi. Donc, moi, je pense que Pierre Poilievre, oui, c'est correct là, d'attaquer son adversaire, mais devrait aussi essayer de démontrer en quoi, face à Donald Trump, il serait mieux placé que Mark Carney ou Chrystia Freeland, par exemple, pour protéger les intérêts du Canada. Question en terminant, le projet éolien au Saguenay, on en a parlé plus tôt. M. Legault en profite. Il y aura une lettre dans les journaux demain de M. Sabia pour dire, Marie, les tarifs d'Hydro-Québec pour les citoyens, c'est 3 %, pas un sou de plus. Les entreprises paieront plus. Donc, il profite d'une annonce quand même importante au Saguenay pour recadrer tout ça, là. Oui, bien, on s'en doutait parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'il nous assure que ça restera à 3 % même si on doute de la légitimité de la mesure. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que ça fait quand même quelques fois que M. Legault se trouve en contradiction avec ses ministres parce que Mme Fréchette avait l'air de dire quand même voyons voir ce qui se passe avec les potentiels tarifs des États-Unis et si les entreprises sont malmenées, peut-être qu'on pourrait revoir leur hausse de tarifs à elles. M. Legault nous dit non, pas vraiment. Sur les vins américains à la SAQ, dans l'extrait que vous montriez au début, M. Girard qui disait peut-être, ça pourrait faire partie des représailles. M. Legault qui dit non, on ne veut pas provoquer les États-Unis. Je pense que M. Legault va peut-être devoir rentrer à Québec bientôt parce qu'il semble y avoir des petits problèmes de communication entre lui et son équipe. Oui. Hydro-Québec, ça reste, Jonathan, Émilie, c'est symbolique, c'est fort, là. C'est quelque chose de... M. Legault, il ne s'éloigne pas beaucoup de ce dossier-là, Jonathan. Bien, entendons-nous sur une chose, là, pour nos amis caquistes là, qui vont regarder le monitoring et ce qu'on a dit, c'est une excellente nouvelle que François Legault a annoncée aujourd'hui. C'est noté. C'est dans la foulée de... Ben oui, c'est dans la foulée de Terre-Neuve, Churchill Falls. Il y a comme une espèce de bouquet énergétique qui se met en place. Donc, c'est une bonne nouvelle. L'éolien, jadis, moi, j'étais au gouvernement dans les années 2004-2005. On annonçait des parcs éoliens. On disait ça coûte trop cher, c'est pas rentable. On voit que c'est rendu quelque chose d'acquis, même d'incontournable dans l'offre énergétique qu'on a. Donc, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Partenariat avec les Premières Nations, soulignons-le. Maintenant, sur l'avenir, sur comment on va financer, moi, j'ai bien hâte de lire la plume de M. Sabia demain parce que je demeure convaincu qu'avec des 185 milliards d'investissements en limitant les hausses de tarifs résidentiels à 3 % et les entreprises à maximum 4 à 5 % moi, je demande encore à ce qu'on me fasse la démonstration qu'on va être capable de financer tout ça. Émilie, il faut souligner l'entente avec les Inuits aussi. Là. C'est quelque chose d'important aussi. Là. On le voit de plus en plus. Et à Terre-Neuve-Labrador, ça sera important aussi. Non, c'est quelque chose qui est important. Puis c'est quelque chose qui annonce aussi un changement de mentalité à Hydro-Québec où on va chercher dans certains projets aussi à non seulement avoir des ententes, donc une autorisation, mais aussi même partager les profits, partager les revenus dans certains cas sur des projets de développement, s'assurer d'avoir des entreprises autochtones qui font partie, donc des emplois qui sont dans les communautés inues aussi sur le territoire. Et donc, dans ce sens-là, c'est historique. La seule chose que je dirais en terminant, pour revenir encore aux satanés tarifs et aux menaces américaines, c'est qu'il y a aussi la question de l'exportation de l'hydroélectricité vers les États-Unis qui peut éventuellement être sur la table. Et donc, ça change aussi, peut-être de manière favorable, la capacité du Québec à obtenir son autonomie énergétique. Étant donné la hausse des demandes en électricité quand on est dans une transition énergétique. Donc, si on garde plus notre électricité pour nous, tant mieux si on construit des projets, mais on va peut-être aussi avoir besoin d'en construire un petit peu moins
si on n'est pas en train de vendre notre électricité aux États-Unis comme on le faisait avant. Ça, M. Fitzgibbon, là-dessus, c'est intéressant parce qu'il a dit c'est pas si simple que ça. Il y a des contrats. Lui, il les a négociés. Il dit commencez à jouer là-dedans. Là. Il y a une question aussi de réputation internationale. On n'est pas Trump. Là. Est-ce qu'on veut jouer? On verra. Très bien. Merci beaucoup, Émilie, Jonathan, Marie. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.